Salut, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute avec Pierrot. Si vous avez déjà amassé des diamants et des rubis à Splendor, des colonnes d'Azulejos, de Meeple ou de Tuiles Village, vous allez probablement être intéressé par cette discussion avec Charlie Couronneau, auteur, concepteur de jeux de société, animateur d'événements pour de grands distributeurs et ancien rôliste patenté. On va parler avec Charlie évidemment d'univers fictionnel, de mécanismes narratifs et de pandémie parce qu'il faut bien toujours garder un petit orteil sur terre. Allez, c'est parti. Allô. Allô Pierrot. Hey, salut Charlie, comment tu vas ? Mais très bien, écoute, super. Ça me fait très plaisir de t'accueillir aujourd'hui Charlie dans le podcast de l'Onironaute parce qu'on va parler de jeux de société. Oui. Un petit peu en profondeur, puisque toi, tu as travaillé dans ce secteur à plusieurs niveaux, pour plusieurs maisons d'édition, je crois, dans l'événementiel, la présentation de jeux de société. Tu peux nous en dire deux mots un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas des maisons d'édition, c'est des distributeurs. C'est-à-dire que c'est le maillon qui est au-dessus, en fait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes distribuent tout un tas de maisons d'édition. Donc la première, est-ce que je dois la citer, est-ce que je dois faire de la pub, je suis pas sûr. Et puis en plus ça s'est mal fini, donc j'ai pas forcément. Ils se sont passés de mes services parce que restructuration, nouveau DRH, et surtout ils sont partis sur ils cherchent d'autres profils, des gens plus commerciaux. Ouais. Ce que je suis pas du tout commercial. Là, je vais pas m'improviser commercial, je suis mauvais, clairement. Par contre, quand j'étais donc chez eux pour l'événementiel, je devais recruter une équipe d'animateurs, puis organiser le déplacement, le roaming, etc. Et on présentait le catalogue, parce que c'est un catalogue qui évolue sans cesse, donc les nouveautés, tout le temps, année après année. Donc avec eux ça s'est terminé et je suis parti faire la même chose mais pour une enseigne concurrente, un distributeur aussi qui distribue plein de maisons d'édition mais qui est un nain financièrement à côté de l'autre, du géant. D'accord. Mais qui, ceci dit, est quand même la deuxième maison la plus importante, le deuxième distributeur en France. Le premier est carrément à un niveau international en fait. Ouais. Et le deuxième, c'est BlackRock, on peut les citer. Oui. Voilà, okay. BlackRock, alors qui n'a rien à voir avec le fonds de pension qui est nettement plus célèbre. Mais voilà, BlackRock, lui, distribue un tas de jeux en France qui commencent à avoir du succès, clairement. Mais c'est une maison auvergnate et on va dire que c'est encore à un niveau... non pas familial parce qu'il y a plusieurs dizaines de salariés, mais c'est une PME à côté. Alors j'ai l'impression que globalement, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent chaque année et qui sont de plus en plus qui déchirent en fait, des jeux qui sont super. Ouais. J'ai l'impression d'une augmentation de quantité et de qualité. Assez exceptionnel. Oui, les deux, mon capitaine. Quoi. Vraiment, il s'est produit un âge d'or du jeu de société, on va dire, là, aux alentours des années 2010 plutôt. C'est-à-dire on va dire qu'au milieu des années 90, en Allemagne sont apparus des jeux assez nouveaux qui nous ont sorti de l'ornière, Risk, Monopoly, Cluedo. Ouais. Et ces jeux-là, c'était Catan, ce type de jeux-là, qui étaient des jeux de gestion, des jeux de stratégie. C'est-à-dire qu'avant les jeux de stratégie, c'était réservé ce qu'on va dire aux jeux nobles, entre guillemets, c'est les échecs, les dames, le go. Ouais. Et les jeux de société étaient destinés à un public plus enfantin et donc du random, c'est-à-dire du jet de dés, de la pioche de cartes, parce que c'est plus supportable. En tout cas, on imaginait que pour les enfants, c'était plus approprié. Ouais. Et donc, au milieu des années 90, sont arrivés certains jeux qui commençaient à proposer de la stratégie, à l'image des jeux nobles, mais avec un thème. C'est-à-dire que c'était plus des jeux abstraits. C'est-à-dire que Catan proposait il propose toujours, il existe encore,
de développer une civilisation sur une île, Catan. Voilà, alors que les échecs ou le Go sont extrêmement abstraits. Et encore, les échecs pourraient représenter une armée peut-être, mais c'est tout. Ouais. En termes de Est-ce thème, que c'est assez faible. Carcassonne, par exemple, ça fait partie de cette époque-là, un peu de... Voilà, alors un peu plus tard, c'est Un peu de plus mémoire tard. sorti en 2001 ou 2002, vers là. Et Andorre Mais aussi, c'est... Andorre Andorre, c'est euh, sorti après aussi? Oui, oui, non, Andorre, c'est 2009-2010 pour le coup. D'accord. Ah oui, Après est arrivé Puerto Rico, voilà, en Puerto l'an Rico. 2000. Ok. Voilà, gros jeu de stratégie, extrêmement malin, et qui a donc 20 ans et auquel je prends encore plaisir à jouer. Alors À que je prends Porto plus Rico. plaisir à jouer, Ok. oui, ouais, vraiment, oui, alors que Catan et Carcassonne, par exemple, non. Ok. M'intéresse beaucoup moins, je les trouve un peu froids. Bon, en tout cas, le cheminement, c'est ça, donc c'est arrivé d'Allemagne. Ouais. Et puis, ça a poursuivi, c'est-à-dire dans les années 2000 jusqu'à 2010, beaucoup de jeux ont été faits un peu dans cette filiation-là. Plutôt des jeux de stratégie, ce qu'on appelle les cubes en bois, c'est-à-dire des jeux de gestion de ressources assez Ouais. froids et extrêmement stratégiques, Ok. mais toujours avec un univers, des jeux très thématisés. Sorti Tigre et Euphrate, qui est un jeu de Knizia, donc un allemand aussi, un Ouais. docteur. Sont sortis, voilà, tout un tas de jeux. Et puis en France, un éditeur s'est mis à faire lui-même ces jeux Istari, d'excellents jeux de stratégie aussi, donc des fameux cubes en bois. Ouais. Puis sont apparus à la fin des années 2000, c'est-à-dire 2008, 2009, 2010, des jeux qui ont commencé à faire un carton et qui vraiment proposaient de nouvelles mécaniques, c'est-à-dire plus de la gestion de ressources, mais ce qu'on a appelé du draft, Seven Wonders par exemple, ou du deck building, Dominion. Ce type de jeux-là ont, pareil, amené une nouvelle pierre, ont vraiment à l'édifice, ont vraiment rénové encore un tas de choses en profondeur. D'accord. Euh, et jusqu'à nos jours, les jeux coop aussi sont apparus à la fin ouais, au milieu des années 2000, 2005, 2006, les premiers jeux coopératifs. Ouais. Pareil, très nouveau, c'est-à-dire que les jeux, ça avait toujours été, on avait toujours vu ça en termes d'affrontement. Et là, Ouais. pour une fois, des jeux proposaient non, une autre sensation, quoi, carrément. Ah oui, carrément. Un jeu Ouais, coopératif, c'est oui, c'est pas... Ouais, ouais, c'est hyper intéressant de pas être les uns contre les autres, c'est d'élaborer des ça. stratégies communes et tout. Bah, c'est Et fantastique. ça a poursuivi. Les jeux ont été donc au début, dans les années 2000, on était sur des jeux très tactiques avec des mécaniques très au point, on va dire, très bien rodées. Ouais. Et puis petit à petit, on a commencé à vouloir y ajouter du thème, des histoires, Ok. du jeu narratif. Ouais. Et puis de belles illustrations aussi. C'est-à-dire que là, si on faisait une petite rétrospective de 1995 à aujourd'hui, Ouais. c'est juste hallucinant la qualité, la qualité visuelle, quoi. Vraiment la qualité graphique des jeux comme elle a évolué, c'est Ah oui, phénoménal. mais ça, je voulais t'en parler aussi parce que c'est une évolution notable du jeu, c'est que ça rivalise de qualité de graphique, d'illustration, le poids des pièces dans la main, leur texture, les boîtes, elles sont magnifiques. Oui, On a envie de les ouvrir et de les refermer, de les ranger et de les ressortir tout le temps. Et pourtant, parfois, j'ai un petit contre-exemple. Il y a un jeu qui m'a pas emballé, par exemple, c'est Mysterium, qui est un oui, petit peu un dérivé de Dixit, mais oui. on sent que ça joue un peu sur ce créneau-là. Mais j'ai trouvé ça un peu mal fait, mal pensé, mal conçu, bien que les illustrations soient très bien faites. Bien sûr. Après, c'est le même éditeur, donc effectivement, ils ont eu un succès énorme avec Dixit, enfin, Ouais, qui se dément toujours pas. Puis ils ont voulu un petit peu surfer sur, ouais, bah ouais, ouais. cette mécanique-là, hein, qui est l'association d'idées à l'aide d'images. Euh, et du coup, ils ont effectivement fait Mysterium. Alors, certains y voient plus d'intérêt que Dixit parce qu'ils proposent justement, c'est un semi-coop, c'est-à-dire qu'il y a non, je dis une bêtise, c'est un coop complet. Non, c'est parce qu'il y a un joueur qui a un rôle asymétrique, le fantôme, qui doit Ouais, guider les joueurs. et oui, Et oui. ils ont fait ensuite, je confonds avec Obscurio, 2 ans plus tard, qui est pareil sur les mêmes mécanismes, mais qui lui est
pour le coup un semi-coop, c'est-à-dire qu'il y a un traître Ouais. qui essaie de brouiller les pistes. Ouais, j'ai joué à Obscurio aussi, Ouais. ça m'avait l'air mieux que Mysterium, mais pas aussi, pas très réussi non plus. Mais j'avais Ouais. peut-être un avis un peu rapide, C'est, mais c'est effectivement oui, des filles spirituelles de Dixit. Après, ouais, sur tout ce que je disais, hein, sur la qualité montante graphiquement et mécaniquement, c'est globalement vrai. Évidemment, il sort des navets. C'est pas parce qu'on sort un jeu en 2020 qu'on a maintenant la garantie ah qu'il oui, oui, est très complètement. bon. Enfin, non, non, complètement. Et d'autant plus que c'est vraiment un autre sujet, un autre dossier. Mais là, on arrive à une espèce de surproduction. Ouais, C'est en train de ressembler un petit peu à la bulle de la BD dans les années 90. C'est-à-dire que là, il y a euh, une espèce de fuite en avant pour, ouais, et qui, pour le coup, garantit pas la qualité. Il y a même, pour ne pas les citer, certains éditeurs dont le modèle économique est de produire 20-30 jeux par an. ah Il oui. y en a qu'un qui sera bon et un succès. Ils le Il y savent. en a un qui Ça sera fait partie. rentable, mais de toute façon, ils vont s'y retrouver, donc ils C'est envoient du ça. lourd et C'est voilà. voilà, c'est ce qu'ils appellent les locomotives. Donc celui-ci Ouais, permettra de financer tous les autres. Sauf qu'ils savent pas, parce que ça c'est extrêmement dur à prédire. Hein, voilà, la personne à la boule de cristal. ouais, Donc dans le doute, ils inondent le marché avec 20-30 jeux en se disant qu'il y en a forcément un qui va arriver. ouais. Et donc là pour le coup, enfin, heureusement tous les éditeurs pratiquent pas ça, mais ça commence à être un modèle économique pour certains. Et là, évidemment, ce dont je parlais tout à l'heure, qualité montante, etc., ben non, là, c'est mort. Avec ces modèles-là, c'est fini. On va dire que Alors les éditeurs... je savais Charlie en t'invitant sur le podcast de l'Onironaute qu'il y allait y avoir beaucoup beaucoup de choses sur lesquelles j'aurais aimé rebondir. Bah Dixit, c'est un jeu qui directement nous intéresse puisque notre délire, enfin dans le podcast de l'Onironaute, c'est un petit peu d'inviter les gens à avoir une certaine pratique psychique, à s'amuser, à expérimenter des choses au niveau psychique en passant par l'auto-hypnose ou par d'autres voies que peuvent être la sophrologie ou même le jeu ou enfin tout un tas de choses qu'on peut explorer à un moment donné dans sa vie pour partir à l'aventure à l'intérieur de notre Mhm. tête. Et je pense que ça, c'est un jeu qui fait directement usage de nos symboliques oniriques, de nos imaginaires. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est... effectivement, il est sorti pareil il y a une bonne dizaine d'années. Il a ramené dans la place, on va dire, le principe de l'association d'idées. Oui, c'est onirique. Après, je trouve qu'il est, comment dire par là, il peut être joué de façon mécanique, c'est-à-dire par des gens qui joueront la gagne et Ouais. qui trouveront juste le petit détail pour interpeller un ou deux joueurs dans l'assemblée sur l'image et pas forcément partir Oui. dans une fantasmagorie. Donc Ouais, qui vont un petit peu utiliser la complicité qu'ils peuvent avoir. aussi, c'est ça, il peut y avoir des références Ouais. privées. Mais après, clairement, Mhm. c'est un bel outil. Et je trouve que il a amené, non, c'est pas lui, mais ce principe-là a amené des jeux qui, par exemple, Codenames, derrière, sont arrivés. Alors là, c'est un jeu d'association d'idées, mais juste à l'aide de mots. Ouais, Donc voilà. ça joue sur la sémantique, fait la polysémie des mots. Il y a un jeu qui est sorti l'an dernier, ou il y a 2 ans, l'an dernier, je sais plus. Non, il y a 2 ans, qui est dans ouais, Decrypto? Decrypto, qui est Ouais. pareil, qui est un dérivé de Codenames, mais avec une mécanique réellement différente et qui est extrêmement agréable aussi. Il se joue en équipe, donc c'est toujours agréable de jouer en équipe, une équipe contre une autre équipe, parce Ah qu'il ouais. il y a de la connivence, il y a un peu de charriage aussi. Enfin, et pareil, juste un jeu avec des mots et qui propose donc à chaque équipe de faire des associations d'idées. Et pareil, Ah, il est très il très est bien Decrypto redoutablement aussi, ouais. efficace, des cryptos. Ouais, ouais. Donc oui, alors après, est-ce que c'est des lointains descendants de Dixit? Je ne sais pas. De toute façon, les auteurs de jeux, et j'en suis un aussi un petit peu en dilettante, mais ne peuvent pas éviter de s'inspirer, alors pas consciemment, mais en fait, être auteur de jeu, ça signifie avoir une bonne culture ludique, c'est-à-dire connaître un petit peu quand même un peu tout ce qui s'est fait en jeu de société, c'est-à-dire en termes de mécanique, en termes d'univers. Et du coup, oui, forcément, on connaît l'existant.
Tu parles de culture ludique, mais ça j'adore ça. L'expression culture ludique, ça me plaît, ça. Et dans quelle mesure tu es toi-même auteur de jeux ? C'est-à-dire, t'as participé à la conception de jeux par le passé ? Oui, j'en ai conçu plusieurs, tout seul ou avec un peu d'aide, mais globalement tout seul. Donc certains sont donc ce qu'on appelle les fameux prototypes. Certains prennent la poussière sur mes étagères et d'autres sont signés, deux sont signés chez deux éditeurs différents et donc sont en cours de développement, fabrication, quoi. Yes. Et on peut dire le nom complètement. Pour les histoires de les voir. Alors il y en a un qui s'appelle La Bête. Qui est un jeu d'enquête, La Bête, qui fait référence à la bête du Gévaudan. Ok. Cette espèce de... justement, hein, l'histoire le dit pas très bien, c'est une enquête non résolue. Et le jeu se propose de revivre l'affaire. C'est un jeu asymétrique. Une partie des joueurs joueront on va dire, les protagonistes enquêteurs héros de l'époque. Et un autre joueur un joueur seul jouera le monstre qui a sévi en Gévaudan, donc Nord-Lozère, à la fin du 18e. Et voilà, et donc c'est une enquête non résolue, c'est-à-dire qu'on n'a jamais bien compris quelle était la nature de la bête, même s'il y a de fortes présomptions, mais... On le sait dès le départ, qui c'est qui fait la bête ou qui c'est qui fait l'enquête ? Oui, c'est pas comme le loup-garou. Non, on sait très bien qui joue la bête. Le problème, c'est qu'on doit déterminer sa nature. Justement, le jeu repose là-dessus, parce que à l'époque avait été envisagé que ce soit un loup ou une meute de loups, une espèce de molosse accompagné avec un maître, que ce soit un fauve, que ce soit une thèse qui était très très... Ah oui, ça peut être toutes sortes de bêtes différentes. Aussi, ou tout simplement un fou, c'est-à-dire qu'un homme seul agissant et laissant des traces, laissant supposer qu'il s'agissait d'une bête, ou le diable. Une thèse tout à fait recevable au XVIIIe siècle. Donc voilà, il y a toutes ces potentialités-là d'identité. Et les enquêteurs doivent à la fin confondre, c'est-à-dire petit à petit éliminer les possibilités. Ben non, c'était pas le fauve parce que agissant de telle façon, ou ce n'était pas le loup-garou, et ainsi de suite. Un autre qui s'appelle Kiwiland. Kiwiland, donc Kiwiland, c'est le pays du kiwi, c'est la Nouvelle-Zélande, parce que le kiwi, c'est aussi, c'est plusieurs choses, hein. C'est bien sûr le fruit. L'animal emblématique de la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le petit volatile avec le long bec qui a oublié de voler. Le kiwi. Voilà, le kiwi. Et puis même les néo-Z s'appellent eux-mêmes les kiwis. Alors le principe de Kiwiland... le principe de Kiwiland, c'est un jeu qui raconte l'arrivée des mammifères en Nouvelle-Zélande. Les mammifères sont arrivés, y compris les bipèdes, hein, c'est-à-dire à bord de bateaux. Sont arrivés, alors pour les tout premiers, les Maoris au 15e siècle, 16e siècle, et les Anglais plus tard au 18e. Et, pour de bon il n'y avait aucun mammifère avant ? Il n'y avait que des reptiles et des oiseaux. Et donc, c'est une île qui a 30 millions d'années. Et du coup, ça a sacrément bouleversé l'écosystème, on peut le dire. C'est-à-dire que les oiseaux ne volaient pas, parce qu'il n'y avait pas la moindre belette ou renard pour leur courir après. Et puis, pareil pour la flore. Hein, c'était une flore qui était complètement qui s'était adaptée à un environnement. Les humains arrivant avec eux-mêmes, mais aussi avec veaux, vaches, cochons, moutons et gros sabots, et le possum. Le possum, c'est une espèce de... Alors, est-ce que c'est un marsupial ? Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est un cousin de l'opossum, qui est arboricole et qui est arrivé. Ils sont arrivés avec une dizaine de possums dans des cages pour en faire de l'élevage pour la fourrure. Et puis, évidemment, certains animaux se sont barrés. Et maintenant, ils sont 70 millions. Et l'île se fait dévorer par le possum. Du coup, le jeu raconte tout ça et propose jusqu'à 4 joueurs de jouer les différentes factions qui vont, on va dire, s'opposer sur cette île. Donc il y a la faction anglais, la faction maori, la faction possum et la faction kiwi, l'autochtone. C'est on va dire, voilà. Ah oui, d'accord. On a une terre, un territoire, et il va y avoir 4 entités différentes, dont des entités animales et humaines,
qui vont se disputer le Complètement. territoire. Chacun a des objectifs différents. Généralement, c'est de s'étendre et de survivre. Et tout ça au détriment du kiwi, bien sûr, qui est on va dire le local de l'étape. Et lui, il voit avec une gestion des ressources. Alors, non, en fait, comme ça, c'est un jeu, mécaniquement, c'est assez simple. C'est à l'aide de cartes. C'est ce qu'on appelle du card driven. D'accord. Card driven, c'est-à-dire que ce sont des cartes qu'on joue et qui sont corrélées à des événements. C'est-à-dire que je la joue et se produit tel événement. Par exemple, pour l'anglais, j'en sais rien, mécanisation, construction de route. Pour le kiwi, ça va être des événements naturels, un tsunami, un raz-de-marée, parce que Mère Nature est là pour l'aider. Le possum, ça va être des événements biologiques, reproduction effrénée, vitesse, grande vitesse, et ainsi de suite. Et ils vont jouer leur carte événement de manière à s'imposer sur le territoire. Ouais. Voilà, donc c'est voilà, sous-jacent, il y a un petit message. Enfin, il y a pas de c'est pas un jeu sans message. Enfin, c'est un jeu sans message. C'est factuel. Moi, Non, mais ça se fait naturellement dans la tête des joueurs. Après, quand il y a une problématique réelle dans le monde, forcément, on s'y. C'est ça. On s'implique là-dedans. On y pense. Rien que le fait d'y penser, ça fait déjà beaucoup. Et de manière générale, on sait que le jeu, c'est le ressort premier d'apprentissage humain pour le cerveau. Donc, quelque part, oui, c'est bien. Ça me fait penser d'ailleurs, moi j'ai bossé, quand je bossais dans la musique, j'avais eu, mon premier album a été produit par un éditeur de jeux de société qui s'appelait Contrevent. D'accord. Et Xavier, qui dirigeait cette maison d'édition, il sortait que des jeux militants en fait. Avec, il y avait un jeu qui s'appelait Des thunes et des urnes, avec des illustrations de Charlie Hebdo pour se moquer un peu de la politique française, de la corruption et soulever plein de problèmes politiques comme ça. Il avait un autre jeu qui s'appelait un jeu sur le nucléaire qui s'appelait pas Sortir du nucléaire, il s'appelait je sais plus, j'ai oublié le nom, mais c'était un jeu qui s'amusait de la situation catastrophique de l'industrie nucléaire en France, de la menace réelle que ça faisait peser à tout le monde, sur le ton de l'humour, avec des super illustrations très marrantes aussi. Elle existe toujours cette édition je suis pas sûr, je pense peut-être plus ou moins, je pense qu'elle existe toujours, en tout cas elle doit pas être très très active, mais d'accord. Mais voilà, il y a des initiatives qui sont intéressantes au niveau du jeu de société. C'est parfois un médium qui est emprunté par certaines personnes pour défendre une cause particulière ou pour une lutte particulière. Et on a les films, on a les BD, on a les livres, mais on peut aussi avoir des jeux de société à un moment donné pour mettre un pavé dans la mare ou faire parler d'un truc. Sans être militant ou prosélyte, enfin moi je suis plus sur la posture du raconter des choses, montrer des choses, et j'aime bien laisser le libre arbitre aux gens quand même, clairement. Mais effectivement, après, moi, ma conviction, c'est que le jeu de société... D'ailleurs, on parle beaucoup de jeux de société, on pourrait parler du jeu vidéo, mais alors, je connais très très mal, mais de très très loin, parce que j'ai quand même beaucoup de mon entourage qui connaît ce monde-là, me dit que c'est un média qui est devenu extrêmement mature, où il y a maintenant même on va dire des gros labels, et puis tout un pan du jeu de vidéo qui est indépendant. Et là, ma sensation, c'est que le jeu de société fait un peu la même chose, mais alors paradoxalement 20 ans après, alors que c'est nettement plus ancien que le jeu vidéo, mais aurait un peu le même chemin que le jeu vidéo, donc le jeu de société, 20 ans après. Avec la société évolue avec ces outils-là. Clairement, et l'un comme l'autre, en tout cas, c'était mon idée de départ, je pense que c'est en train de devenir réellement des objets culturels, c'est-à-dire avec des très bonnes choses qui sont produites, des choses, des nanars aussi, mais comme dans le livre et comme dans le cinéma, ou enfin comme dans tous les arts, entre guillemets. Alors, le jeu de société a toujours eu du mal à s'estampiller art. Alors, moi aussi j'aurais un peu du mal, mais peut-être de l'artisanat, quelque chose qui est à mi-chemin, mais réellement je trouve qu'il y a des démarches créatrices qui sont hyper intéressantes. Et pareil, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais autant mécaniquement que graphiquement.
C'est-à-dire qu'il y a maintenant des gens de la Ouais. BD qui viennent illustrer des jeux de société. Enfin, ça devient mainstream presque, quoi. On peut aussi parler des applications smartphones qui viennent compléter de plus en plus certains jeux Oui, avec les unlock, avec complètement. les escape games et tout ça. Oui, oui, c'est vrai. Ou bien sûr les jeux directement sur téléphone qui explosent, enfin qui sont intrinsèquement liés au développement de l'utilisation des smartphones. C'est-à-dire que c'est un peu ça qui a peut-être inconsciemment motivé les gens à acheter les premiers smartphones, c'était la possibilité de jouer à des jeux directement sur son téléphone. Sûrement, sûrement. Après, alors voilà, c'est aussi euh, on va dire, j'en sais rien, le danger du jeu. Y a-t-il un danger? Je sais pas, mais il y a quand même une petite composante addictive dans le jeu. Euh, Ouais, voilà. Et puis en plus, souvent, cette composante addictive, elle n'est pas forcément dans les jeux les plus malins ou les plus évolués. Elle est souvent sur des jeux extrêmement bêtes où il faut empiler des briques ou dégommer des oiseaux. Et donc, moi, c'est pas des jeux ouais. auxquels je m'adonne. J'aime bien les jeux. Bah, déjà, je préfère les jeux où j'ai des humains en face quand même. Donc, c'est pour ça que je suis pas vraiment jeu vidéo, mais plutôt jeu de société. Ouais, ouais. Parce que j'aime ce qu'on appelle le méta-jeu, c'est-à-dire ce qui se produit autour du jeu, au-delà des règles qu'on a convenu de respecter, de pratiquer ensemble. Un jeu, c'est finalement Ouais. ça se résume à ça, c'est-à-dire c'est une espèce de contrat écrit, parce qu'il y a une règle qu'on choisit de Une respecter. convention, C'est une ouais. convention, c'est ça, c'est un contrat social entre deux La personnes. fameuse règle du jeu, Oui, quoi. la fameuse, c'est ça. Et c'est aussi pour Mm. ça que j'ai jamais triché ou ça m'a jamais fait rire, là, par exemple la tricherie, parce que pour moi c'est rompre ce contrat que j'ai décidé de passer avec un comparse, quoi, enfin ou des comparses. Donc Ouais, c'est ouais. quelque chose qui m'étonne toujours quand les gens en rigolant un peu disent oh, moi le jeu j'aime bien quand on triche. Ah bon? Non, moi non, ça me fait pas rire, quoi. Parce qu'en fait, tricher, ça signifie quoi? Ça signifie que je suis prêt à tout pour gagner. Ouais. En fait, c'est ça que ça signifie. Alors que le jeu, c'est tout sauf ça, en fait. Et Je ouais, ouais. m'investis et j'ai les mêmes outils que la personne qui est en face de moi. Effectivement. C'est ce que je m'échine à expliquer à ma compagne qui est très mauvaise perdante et Ouais, c'est pas facile à expliquer, ouais. quoi. Non, non, Le principe du jeu, c'est voilà, on passe un bon moment, on s'amuse, complètement. quoi. Si c'est Après, la gestion de la défaite, c'est quand même très très compliqué. Je dis ça parce qu'avant de bosser pour les éditeurs, enfin les distributeurs, hein, j'ai fait ludothécaire quand même 2 ans. Donc ouais, à faire animer des temps de jeu en bibliothèque. Donc c'était pour une asso qui yes. justement promouvait le jeu de société comme objet culturel et c'est pour ça qu'elle rentrait dans... Alors, t'as vu des bagarres un peu des fois Et alors pas des bagarres mais vraiment des réactions très douloureuses, quoi. C'est-à-dire que Ah il y a ouais. de la frustration, il y a du déni de soi, de l'humiliation, il y a un tas de choses dans la défaite, enfin commettent les enfants. Euh, Ouais. et Et effectivement, je conçois que c'est compliqué. Moi, ma sensation, enfin pour mon propre cas, c'est qu'il faut avoir joué des milliers de fois, perdu des centaines de fois, enfin la moitié du temps, et qu'après ça passe sans aucune douleur, ça n'a plus aucune conséquence, ni sur la considération que j'ai moi de moi, ni enfin, mon estime, ça joue plus. Je crois qu'il faut des heures de vol pour gérer la défaite, vraiment. Yes. Pourquoi j'ai fait ce petit détour? Je sais plus ce qu'on disait avant ça, mais enfin, ouais. On parlait des règles du jeu et du principe, bah, voilà, de passer un bon moment et de certes avoir envie de gagner parce que c'est important quand même, mais Ah, non plus de ne pas se prendre la tête parce qu'on a perdu. alors, même sur le fait d'envie de gagner, en fait, pareil, ça c'est quelque chose qui m'est apparu, on va dire tardivement, parce que je joue depuis toujours, on va dire, depuis que je suis gamin. Ouais, Mais en fait, c'est pas l'envie de gagner. Pourquoi c'est si important? C'est parce que ça signifie que les personnes sont impliquées dans le jeu, c'est-à-dire qu'elles le font pas par-dessus la jambe. Et en fait, ouais, l'envie de gagner, moi, elle disparaît dès la fin de la partie. Ça s'efface, on passe à la suite, on se remet à plaisanter, enfin, déjà, on s'était pas arrêté. ouais. Mais en fait, et quelqu'un qui n'aurait pas envie de gagner jouerait distraitement d'un œil et d'une main et puis ferait autre chose de l'autre. En fait, ça signifie qu'il Ouais. n'est pas vraiment avec moi.
Et pour moi, l'envie de gagner prouve l'implication. Et non pas l'envie de domination ou de dire ou de pouvoir dire à l'autre j'ai été meilleur que toi. Non, c'est pas l'envie. Ouais, mais après il y a d'autres types de joueurs qui feignent le désintéressement, c'est-à-dire qu'ils sont un peu en mode de toute façon ça a mal commencé, de toute façon je vais perdre et tout, et ils font un peu les victimes, et en fait après ils te ratatinent, ils t'explosent au score. Et en fait c'était un trucage. C'est les stratégies que chacun met en place pour gérer, on va dire, en société, l'affront de la défaite ou de la victoire, où il y a des gens qui jouent... du méta-jeu. C'est ça, c'est du méta-jeu. C'est des gens qui jouent, on va dire, effectivement en dilettante, parce qu'ils ont trop peur de la défaite, et donc leur manque d'implication justifiera pour toute la tablée que en fait, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Mais pour moi, ça, c'est juste une stratégie de défense. C'est-à-dire, voilà. Mais j'ai envie de dire que quand, par exemple, nous, on fait de façon hebdomadaire des soirées jeux chez nous, les gens sont joueurs, et on se même recul, là, que je décris sur le jeu, c'est-à-dire qu'ils sont tous impliqués, mais ça n'a aucune conséquence. Dès le jeu terminé, il n'y a plus rien qui se joue. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème de considération, voilà. Comme dirait Freud, il y a le jeu, le moi, le surmoi et le méta-jeu. Oui, je ne vais pas me hasarder sur Freud, mais oui, c'est... En tout cas, l'aspect psychologique, il est hyper intéressant. C'est ça que quand tu parles du méta-jeu, moi j'entends ça. C'est la richesse des réactions humaines qu'on peut voir et tout ce qu'on peut connaître de l'autre aussi, parce qu'on se dévoile, on tombe le masque aussi quand on joue. Tout à fait. Là, justement, sur le... C'est pour ça que c'est aussi marrant. Ça suscite des fous rires, c'est là qu'on va déceler de l'orgueil mal placé. Enfin voilà, effectivement, il y a plein de choses qui se disent que les gens vont pas dire derrière je sais pas, dans une soirée juste où on va se mettre à discuter. Tout le monde a un langage qui est déjà aiguisé, enfin qui est une façon de présenter les choses, de se présenter. Et souvent dans le jeu, ça disparaît assez vite, ça. Alors, il y avait un autre thème que je voulais aborder avec toi, Charlie, c'est la notion d'univers fictionnel. Oui. Et là, on va passer un petit peu à une autre partie de ta vie, plus ancienne aussi, parce que je sais que tu as une certaine expérience en matière de jeux de rôle. Oui. Et on en a déjà parlé ensemble, mais tu sais que moi, je suis totalement étranger à ce monde. J'ai jamais participé à un jeu de rôle en tant que tel autour d'une table. Je suis passé à côté, je sais pas pourquoi, c'est pas quelque chose qui m'a rebuté ou quoi, mais on m'a jamais proposé d'en faire et puis j'en ai jamais fait. Et maintenant, depuis l'aventure Onigate, l'hypnose fictionnelle, l'hypnose narrative et tout ce que je peux écrire quand j'écris des expériences oniriques guidées, je m'intéresse de plus en plus à ce monde des jeux de rôle, parce que j'y vois une affiliation dans la démarche de se projeter volontairement dans un univers fictionnel. Alors là, pareil, gros dossier. Le jeu de rôle, c'est... j'ai une question, si tu veux, une question peut-être plus précise pour pas partir dans tous les sens. Quels sont, selon toi, les mécanismes qui permettent le plus d'immersion dans un univers fictionnel ? C'est une question qui vaut pour les jeux de société comme pour les jeux de rôle ? Complètement. Donc, je vais faire une réponse un peu longue. Allons-y. C'est le jeu de rôle, clairement, qui permet la plus grande immersion. Mais en fait, il n'y a pas de mécanisme qui permette cette immersion. C'est vraiment lié au bon vouloir de chacun. C'est-à-dire que quand tout à l'heure, je parlais d'implication dans un jeu, finalement, moi, si je dois faire la généalogie, pour mon cas, c'est mon implication dans les jeux, elle me vient de mon passé de rôliste. Clairement, c'est un jeu de rôle requiert que chacun joue le jeu, c'est-à-dire y croit. C'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle sur table. Ça me fait... Vas-y. Donc, si je comprends bien, dans ce que tu dis, il y a immersion, il y a possibilité d'immersion à partir du moment où il y a volonté
où il y a initiative de la personne, Oui. du joueur, de s'immerger dans un monde. C'est Et ça, ça. c'est le point de départ. En Et fait, c'est central. Et ça me fait penser à d'autres podcasts où j'ai parlé précisément de ça. Je me souviens par exemple sur le thème de la lecture où j'ai développé l'idée que il y avait tout un tas de manières de lire différentes et qu'on pouvait lire avec plus d'implication, avec plus de volonté au préalable dans l'acte de lire, comme un acte comme faire la vaisselle ou faire de la voile, hein. Mhm. Et qu'on avait une marge de manœuvre, ou en tout cas on avait une possibilité d'optimiser notre façon de nous immerger dans un monde. Je suis complètement d'accord. Moi, je me suis mis au jeu de rôle de bonne heure. Alors pareil, de façon totalement, on va dire, aléatoire. C'est-à-dire que c'est un copain d'un grand frère qui nous a proposé une tablette de jeu de rôle. J'étais le plus jeune. Je me suis assis avec eux et puis ça a été immédiat. C'est-à-dire que j'y ai cru de suite à ce qu'il me racontait. Donc il a fait le maître de jeu, c'est-à-dire celui qui a animé l'univers dans lequel on évoluait, nous, les joueurs. On incarnait donc à tous un personnage. J'y ai cru de suite. Alors, c'était un Donjon et Dragon, un truc comme ça. Alors c'était, oui, enfin c'est pas celui-là, mais quelque chose qui y ressemble. C'était Hawkmoon. De chez Chaosium, qui était basé sur les romans de je dis ça, mais c'est pour faire celui qui connaît, c'est le seul nom de jeu de rôle que je connais. Ouais, bon, il en a plein, mais effectivement, alors celui-ci, on va dire, c'est l'ancêtre. Donjons et Dragons, c'est pareil. On parlait de filiation, il a inspiré la création de tout un tas d'autres jeux de rôle plus tard. Donjons et Dragons était dans un univers standard d'Heroic Fantasy. Puis plus tard sont arrivés tout un tas de jeux de rôle qui étaient souvent issus de romans de fantasy, science-fiction. Et toi, qu'est-ce qui t'a particulièrement plu dans ces expériences ? Vraiment la sensation que je vivais des aventures. Je me créais des images, c'est-à-dire qu'immédiatement, avec la description et le discours du maître de jeu, j'arrivais à visualiser réellement un univers. M'a plu le fait de penser en équipe, parce qu'un jeu de rôle, c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'un maître de jeu déploie un univers et fait évoluer des joueurs qui sont, on va dire, amis, copains, ou en tout cas partenaires dans cet univers-là. Oui, donc il y a du méta-jeu aussi. Il y a du méta-jeu, il y a... finalement, c'est l'ancêtre des jeux coopératifs, c'est les fameux jeux de société coopératifs, c'est-à-dire que c'est le premier qui propose... une sensation qui ne soit pas d'affrontement. C'est-à-dire on joue, on fait semblant qu'on est, un petit peu comme quand on est gamin et qu'on se déguise en cow-boy ou en indien, sauf que en fait c'est complètement le même principe, sauf que c'est... Avec le fameux « on dirait » qui commence les phrases d'un enfant qui va dire « on dirait que j'étais le chevalier ». C'est ça, que toi, sauf que là on parle... dans les jeux de rôle, la norme, c'est qu'en fait, on ne parle pas au conditionnel, c'est du présent. Tu es, je fais. On est vraiment, voilà. Ça. Tu es ci, tu es ça, tu fais telle taille, tu as les yeux bleus, tu es comme ci. Et donc tu es un nain. Du fait que j'étais minot, j'ai pas eu de mal à y croire et ça m'a tenu des années, c'est-à-dire jusqu'à la fac, j'ai continué à faire du jeu de rôle, beaucoup. Puis je me suis arrêté parce que quand on devient adulte, on doit s'arrêter de jouer, paraît-il. Donc je sais pas, j'ai fait un tas d'autres choses et finalement, c'est quand même la Madeleine qui m'est restée, c'est-à-dire que mon parcours ensuite dans les jeux de société, et je me rends bien compte que tous les acteurs du monde du jeu de société, on va dire les pros, entre guillemets, c'est-à-dire les créateurs, concepteurs, sont des anciens rôlistes. La plupart, des quadras, des quinquas, qui ont, pareil, cette espèce de souvenir un peu inoxydable. Et le jeu de société reste un pis-aller, c'est-à-dire que c'est plaisant, c'est limité dans le temps, ça va prendre demi-heure, 1 heure, 2 heures. Mais un jeu de rôle, ça prend une nuit et c'est qu'une partie de l'aventure, c'est-à-dire que ça peut s'étaler au long cours. Moi, des parties, des campagnes, on appelait ça, pouvaient durer 1 année, à raison d'une session, par semaine. Une double vie, on ne peut pas la faire en 2 heures, il faut 1 année. C'est vrai. Donc je crois que la plupart des gens qui ont goûté à ça, c'est ça, c'est le succès d'année, le pis-aller, c'est le jeu de société. Et maintenant, les jeux de société, pour en revenir rapidement dessus,
sont de plus en plus, lancent de plus en plus de passerelles vers le jeu de rôle. C'est-à-dire des jeux narratifs, des jeux où on vit des aventures. Tu parlais d'Andorre tout à l'heure. C'est finalement un jeu de rôle, mais extrêmement contraint, extrêmement limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose, hormis dépenser ses petits points de déplacement et agir sur tel lieu. Enfin, puis et lancer les dés quelquefois. C'est ça. Mais on va dire que c'est un ersatz de jeu de rôle. Et le jeu de rôle propose... Comme Time Story. Complètement, c'est ça. Par exemple. Mais tous ces jeux-là sont destinés c'est le genre de jeu où il faut prévenir avant à ceux qui s'y attendent pas. Quand on leur dit on va jouer un truc, il faut les prévenir que quand on lit la règle du jeu, en fait, on lit pas la règle du jeu, on lit le jeu, quoi. Oui. Parce que ça veut... Après, en fait, c'est plus la règle du jeu, c'est le jeu en soi, c'est l'histoire, on rentre dans l'histoire. Mais c'est des jeux qui essaient de proposer ce qui ressemble le plus à une immersion dans un jeu de rôle, c'est-à-dire c'est la Time Story, le premier scénar propose une immersion, on est des enquêteurs, des investigateurs dans un asile. Et dans le passé. Dans le passé, et ça ressemblerait à un scénario de jeu de rôle, sauf que c'est très contraint, c'est-à-dire que les lieux dans lesquels on peut aller sont limités, les gens qu'on va y rencontrer sont en nombre limité, et ainsi de suite. Un jeu de rôle, a priori, c'est un monde ouvert, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que la seule limite, c'est l'imagination des joueurs et du maître de jeu. Et le jeu de rôle, pour en continuer à en faire de temps en temps, j'arrive à faire 3-4 parties par an. En mûrissant, on va dire. En maître du jeu à chaque fois ? Non, ou joueur, peu importe. J'ai des copains qui sont anciens rôlistes aussi. Et donc on masterise à tour de rôle. Et c'est extrêmement agréable. Moi, il y a une question. Je vais peut-être dire une connerie, en fait. Mais je m'étonne, en tant que profane à 100%, donc j'ai jamais fait de jeu de rôle. Mais rien que dans le terme rôliste, que je trouve magnifique, le mot rôliste, ça excite mon imaginaire déjà, d'emblée. Et je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de pont avec le milieu du théâtre. C'est vrai. Alors que pourtant, le truc s'appelle rôliste, quoi. Oui, complètement. Alors c'est vrai, et puis en même temps j'ai un contre-exemple qui me vient là, j'ai un très très bon ami. Voilà, super, j'attendais le contre-exemple. qui est dans le théâtre. C'est pour ça qu'on dit des conneries des fois, c'est pour obtenir... Non, mais c'est pas une connerie. J'ai l'impression qu'effectivement, statistiquement, tu as raison. Ouais. Après là, je connais un cas qui dément complètement ça. Il travaille à la fois dans le théâtre, il a une compagnie de théâtre, et il a créé une ludothèque, et il est rôliste. Voilà, donc il fait tout. Ah ouais. Mais effectivement, après, j'ai l'impression. Et il fait du théâtre en tant que comédien ou metteur en scène Alors, les deux. Metteur en scène et comédien, et même prof de théâtre. Il a vraiment toutes les casquettes. Il y a bien un auteur de jeux de rôle qui a dû s'essayer à écrire du théâtre aussi, ça doit exister quand même. Après, peut-être pour chercher la petite bête, peut-être que ça serait plus proche, le jeu de rôle, de l'acteur studio à l'américaine là, que de la comédie. C'est-à-dire que j'en sais rien, je connais mal le théâtre, mais j'ai la sensation que les comédiens ont fortement conscience de jouer un rôle. Ils jouent la comédie, ils sont pas. Mais bon, c'est peut-être... Non, je sais pas. Ouais. Je pourrais pas te donner de réponse. Pourquoi ? Parce que le jeu de rôle est aussi associé à une période, un âge, on va dire, dans la vie, aussi un peu à la geekerie, c'est-à-dire que les rôlistes sont... mais en même temps, effectivement, pour moi, il y aurait des passerelles, clairement, quoi. Ouais, mais il y a tout qui bouge un petit peu en ce moment, parce que le geek, à la limite, au sens large, il devient au premier plan dans la société actuelle, parce que c'est de ce type de personnes que viennent les innovations, les choses un petit peu révolutionnaires, les choses qui changent un peu la donne dans différents secteurs. Dans tous les secteurs, d'ailleurs, ça évolue, quoi. Oui, et puis comment dire par là, les geeks d'il y a 30 ans, ce sont des gens bien installés, confortables. Ah, maintenant, c'est les milliardaires d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. L'auteur, George Lucas, c'est un geek, quoi. Ouais, Bill Gates. Voilà, c'est ça. Donc, oui. Ou la référence ultime, enfin pour moi, le geek suprême du monde actuel, c'est quand même Elon Musk.
qui est quand même qui essaie d'envoyer des fusées Starship sur Mars, en même temps qu'il fait du cyber... Oui, c'est vrai. De l'humanité augmentée, en même temps qui fait... bref, c'est quand même... après, en fait, délire. le monde geek, c'est multiple, évidemment, quoi. C'est-à-dire que il y a des Elon Musk, et puis... Enfin, je pense que c'est de moins en moins étriqué, la case, en tout cas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a réellement une culture, et puis comme il s'est passé des générations, il y a des geeks qui sont installés, qui ont un boulot tranquille, bourgeois sous tout rapport, et puis et qui ont ce fond-là, quoi. Est-ce que toi, tu as une expérience de livre dont vous êtes le héros? Est-ce que tu as fait ce genre de choses quand tu étais enfant? En fait, je vais revenir sur le jeu de rôle, mais... alors un tout petit peu, oui, j'ai dû donc Le Sorcier de la Montagne de Feu et puis 2 autres, mais je suis tombé trop tôt dans la marmite du jeu de rôle, et du coup le livre dont vous êtes le héros ne présentait plus aucun intérêt. C'est-à-dire que le livre dont vous êtes le héros, c'est souvent binaire, c'est-à-dire vous êtes là, vous avez la porte de droite, la porte de gauche, si vous prenez la porte de gauche, elle est page 12, et la porte de droite, page 17, ok. Ah non, je peux pas te laisser dire ça, parce que là, je redécouvre. Dès que je peux, j'en rachète. Je suis en train de me refaire une collection. Et j'en ai fait 5 ou 6 là, récemment. Et je trouve le format génial. Je trouve que au niveau de l'expérience de lecture, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Oui. Voilà, en tant que lecteur, après, donc, il y a alors, pour faire un peu l'apologie du livre dont vous êtes le héros, oui. Mais je comprends ce que tu dis, oui. T'es passé trop vite du côté obscur du jeu de rôle. T'es allé trop vite. Ça peut être bien écrit, présenter des aventures intéressantes, mais ça reste scripté dans le sens littéral. C'est-à-dire que de toute façon, les choses sont écrites. Il y a différents embranchements itératifs, mais de toute façon, il y a un canevas et on est obligé de rester dedans. C'est-à-dire qu'on peut pas... il y a des choix qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas tous les choix. Le jeu de rôle, a priori, propose tous les choix. C'est-à-dire que, je reviens à l'exemple des 2 portes, le maître de jeu nous dit il y a la porte de gauche et la porte de droite. Oh ben non, finalement, je fais demi-tour et je repars d'où je viens. Et ça, le maître de jeu peut y répondre et dire ok, d'accord, donc tu renonces à rentrer dans l'édifice et puis tu vas vivre une autre vie. Et en jeu de rôle, c'est permis, c'est-à-dire que c'est pas scripté. Même si le maître de jeu a conçu un scénario et espère amener ses joueurs à faire ce scénario, à vivre cette aventure, les joueurs peuvent vraiment contourner le truc complètement. Ce que peut pas proposer un livre, parce que par essence, il est écrit déjà. Donc autant le livre dont vous êtes le héros était une réelle plus-value par rapport au roman, parce qu'en fait, il proposait aux joueurs d'être acteurs, tout d'un coup, de leur histoire, c'est-à-dire que l'histoire était modifiée de leurs faits, mais le jeu de rôle propose strictement la même chose, mais en infiniment plus... une infinité de choix, en fait. C'est-à-dire que les joueurs créent leur histoire, créent leur aventure, seulement les choix sont réellement multiples. Voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est un format qui permet une certaine auto-hypnose. Le fait que ça soit très chapitré, tu rentres au fur et à mesure dans l'histoire par séquence courtes, où en général tu as très vite une description plurisensorielle des éléments, c'est-à-dire là tu es dans un marécage, il fait froid, tu es blessé à tel endroit, tu dois aller à gauche, et je trouve ça très, très immersif. Enfin, justement, c'est plus le côté immersif qui m'intéresse. Oui. Et après, j'imagine que ce côté immersif dans un jeu de rôle, il prend une ampleur autre aussi, quoi. Alors, encore un coup, il y a très peu de support dans le jeu de rôle. Il n'y a pas de support visuel. Enfin, je veux dire, un film, c'est avec un écran gigantesque. L'immersion, elle est assez évidente. Je veux dire, on est quasiment dans l'image, avec la bande sonore, la musique, etc. La BD propose pareil du dessin, enfin de l'image. Le livre propose de l'image sous forme de mots, c'est-à-dire que c'est normalement bien écrit, donc les images pareil peuvent assez vite apparaître dans l'esprit. Le jeu de rôle, la gageure, elle est là. Elle est clairement là, c'est-à-dire que le maître de jeu doit être bon. Il y a du rédactionnel quand même, il y a du... Oui, avec une part d'improvisation, c'est ça que il y a plus d'improvisation. C'est de l'impro, il n'y a aucune lecture. C'est-à-dire que le maître de jeu ne lit rien, il ne fait que parler. Donc il faut qu'il ait un bon oral, il faut qu'il soit fluide,
Et il faut qu'il ait, on va dire, du lexique, c'est-à-dire pour invoquer des images et vraiment mettre les joueurs dedans. Après, on va dire qu'une table un peu mûre de rôlistes, les joueurs participent à bâtir cet univers avec le maître de jeu. À, C'est-à-dire que le maître de à jeu... nourrir les personnages Alors, aussi, parce que c'est eux qui vont complètement. parler pour le personnage. Donc Ah oui, ils vont tout à fait. quelque part, ils sont aussi des auteurs. C'est ça, les joueurs vraiment décrivent par le menu tous leurs faits et gestes, Ouais. et le maître de jeu réagit. Et tout ça, là, cette symbiose, créer un univers, quoi. Alors, il m'est arrivé d'écouter des parties de jeux de rôle en podcast récemment, justement, pour découvrir un peu à quoi ça ressemblait. Oui, Et je trouve ça génial, la situation où les joueurs entre eux, à un moment donné, ils peuvent complètement rigoler de la situation. Donc, quand ils rigolent, ils sont eux-mêmes oui, et ils s'en privent pas, et tant mieux. oui. Et puis, tout de suite, après, ils se remettent dans l'histoire, et au plus ils sont dans l'histoire, au plus ça les fait rire aussi des Complètement. décalages ou des Oui. situations que ça peut produire. Alors, Il y a une espèce d'agilité comme ça, à passer, à sauter dans la fiction, qui me rappelle effectivement les capacités qu'on a quand on est enfant, à se dire tout simplement dans la seconde qui suit, je suis un super-héros, je suis un Oui. chevalier, et ça c'est et fascinant. et même là, j'ai un exemple qui me vient, là, il y a 3-4 ans de ça, à l'asso locale dont je fais partie, la ludothèque, il y a un gars qui est venu, qui voulait lancer une table de jeu de rôle, donc un nouveau jeu de rôle. Bon, bref, il l'avait sous le coude, et donc ok, je m'assois. On était trois joueurs expérimentés, lui donc qui masterisait, qui était expérimenté aussi, et un nouveau joueur. Le nouveau joueur avait très envie d'essayer, etc. On est rentré dans la partie. Et il y a eu quasiment à un moment donné, des problèmes de compréhension, c'est-à-dire que le joueur ne savait pas quand le maître de jeu s'adressait à lui en tant que compère de la ludothèque, c'est-à-dire il s'appelait Pierre, ou en tant que personnage dans l'univers. Et à un moment donné, il se trouve que le personnage dans l'univers parle mal au joueur, enfin pas au joueur, pardon, au personnage que le joueur incarnait, et le copain n'a pas fait la différence, il a commencé à se vexer, à monter sur ses grands chevaux. Et effectivement, il n'avait pas cette agilité. Il parle, alors que moi, immédiatement, pas seulement le contexte, mais même le ton de la voix et le vocable utilisé, je savais très bien qui parlait, si c'était Pierre ou si c'était machin dans tel univers, quoi. Ah, mais c'est comme un muscle qu'on doit avoir dans le cerveau. Effectivement, les grands rôlistes ou les grands rêveurs, ils doivent avoir un peu développé cette capacité à s'extraire de la réalité en quelques secondes, quoi. Oui. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à la scolarité. Moi, c'est vrai que j'avais cette capacité à l'école à vite me barrer dans des mondes imaginaires dès que j'en avais l'occasion. D'accord. Mais je pense que c'est des capacités qu'on a tous intérêt à redécouvrir parce que c'est cool. Je trouve, après je vais prêcher pour ma paroisse, mais je trouve que ça affûte l'esprit, effectivement, à tout moment être dans le réel, être dans la fiction, et puis de façon agile, quoi. Enfin, bon, voilà, après, je prêche pour ma paroisse. Moi, je suis fan de l'exercice. Maintenant, c'est extrêmement chronophage. C'est dur de pouvoir réunir ce qu'on peut faire adolescent, une table de copains et passer un week-end. On peut peut-être finir là-dessus, Charlie, parce qu'on a été beaucoup trop long, comme j'imaginais qu'on allait l'être. Et la notion du temps, effectivement, le temps et le jeu... Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu trouves le temps de jouer? Ça doit être une question qu'on te pose de temps en temps, non? Alors, je suis... Comment dire par là? Je n'ai pas été élevé dans la sacro-sainte foi du travail et des journées de dur labeur. C'est-à-dire que je m'organise depuis 10 ans pour avoir une vie professionnelle. Parce que je suis quand même rattrapé par les contingences matérielles, mais donc je m'organise pour travailler juste ce qu'il faut. Du coup, j'ai beaucoup de temps pour passer auprès de ma famille et aussi du temps de loisir pour jouer avec les gens que j'aime, avec qui j'aime jouer. Et voilà, mais c'est un choix de vie, c'est-à-dire que moi j'ai choisi de consacrer du temps à ça. C'est d'autres choses que je fais pas, sûrement des choses peut-être plus productive, parce que c'est un mot qui est à la mode, plus
Après, pour moi, il y a une part de création. C'est-à-dire même dans un jeu qui est déjà fait, créé parce que j'en crée ou jamais en imaginer, mais même à ne pratiquer que des choses déjà existantes, je pense que chaque partie est différente, qu'il y a quand même, on produit quelque chose, on crée quelque chose. Donc j'ai pas de scrupules, voilà, c'est vraiment un temps que je prends, clairement. Ouais. Carrément, on peut être père de famille et d'autant plus joueur qu'à un moment donné, on peut aussi jouer avec ses enfants, c'est bien ça. Découvrir des jeux grâce à eux. Et oui. puis, oui. Là, elles aussi sont tombées dans la marmite. Transmettre. C'est ça, elles sont tombées dans la marmite. Ouais. Elles en feront ce qu'elles voudront. Il n'y a pas d'injonction familiale à jouer. Après, les jeux sont là, donc quand elles ont envie, elles demandent, et puis il n'y a pas de souci. J'ai pas toujours le temps non plus, c'est pas vrai, mais c'est du temps de toute façon, déjà, nous, familialement, on a organisé une soirée jeu toutes les semaines chez nous, et les gens du village viennent, voilà, c'est ludothèque ouverte, quoi. Yes. Et on m'a dit que, vous aviez joué à Pandémie de manière sur une année, c'est ça ? Oui. Parce qu'en fait, nous, quand on s'est confinés pour le Covid-19, on a joué à Pandémie tous les soirs. Je sais pas pourquoi, ça nous a déstressé, je sais pas pourquoi. Et on a rencontré vraiment ce jeu et c'est devenu un délire. Et après, moi, on m'a dit que vous avez joué à Pandémie, mais sur l'échelle d'une année. Oui, mais parce qu'en fait, encore plus raccord avec la réalité. Alors c'est vrai, mais c'est un Pandémie qui est évolué. Enfin, ils appellent ça legacy, c'est-à-dire il y a de partie en partie, il y a un héritage. C'est-à-dire que les actions des joueurs, et donc là c'est pareil, c'est un jeu qui voudrait rejoindre un peu de façon lointaine le jeu de rôle, mais ce jeu-là propose à la fin de la partie des changements notables qui interviendront dans les règles, on va dire dans les capacités des personnages, des médecins, etc. à agir. Donc ces modifications interviendront sur les parties suivantes. Et finalement, on modifie petit à petit le visage du jeu de partie en partie. Donc c'est un jeu un peu spécial parce qu'il est petit à petit sur le plateau, on va coller des stickers, des nouvelles choses apparaissent de manière à ce que le jeu évolue. C'est un jeu évolutif. Et c'est vrai, il dure... il dure une année, ouais. Bon, allez, j'arrête parce que sinon on pourrait passer encore 2 heures facilement. On attend de pouvoir jouer à La Bête, on attend de pouvoir jouer à Kiwiland. Avec plaisir. Un grand merci, Charlie. Merci à toi, c'était très agréable cette conversation. Merci d'avoir écouté ce podcast. On y a évoqué l'hypnose fictionnelle. Ça fait référence aux expériences oniriques guidées que j'écris, que je produis depuis quelques temps. Il s'agit d'histoires à écouter au casque qui vont vous mettre dans un léger état d'hypnose et vous faire vivre une expérience peut-être un petit peu plus immersive encore qu'un livre audio. Et pour découvrir ça gratuitement, vous pouvez vous rendre sur le site onigate.com. Voilà, du coup, je n'ai qu'à vous dire à la semaine prochaine. Portez-vous bien, les amis onironautes.